J'ai la chance d'avoir 67 ans. Or, mon papa est parti à l'âge de 66 et ça m'a régulièrement tourmenté. Donc, avoir 67, comme disent mes copains Toubib, c'est que du boni maintenant. Donc ça, c'est bien. Et à nos âges, quand on est un homme, directement ou indirectement, ça compte. Administrativement, comme j'ai commencé à travailler jeune, j'ai pu prendre ma retraite, faire jouer mes droits à la retraite en 2012. Et c'est cette année, à la suite d'une opération qui m'a immobilisé pendant 2 mois, que j'ai vraiment arrêté de travailler. Parce que donc vous êtes à la retraite depuis 2012 ? Alors, je suis retraité depuis 2012 et j'ai gardé une partie de mon activité professionnelle qui est l'enseignement. Depuis 5 ans, je suis intervenant à Paris 1 Sorbonne. Cette année, je n'ai pas fait, entre guillemets, la rentrée parce que je me suis fait opérer. Mon statut, c'était retraité vacataire. Ou vacataire retraité. Ah, il y a un statut comme ça à l'université. Oui, voilà. On a le droit d'être salarié jusqu'à 68 ans à l'université. Voilà, donc ça a été ma dernière tranche de vie professionnelle. Le consulting, qui a été ma tranche de vie professionnelle la plus significative, j'ai levé le pied dès 2008. Pour des raisons à la fois économiques et personnelles. Économique parce que c'était tout simplement compliqué de faire des affaires, 2008-2010 peut-être. Donc ça a été, 10 ans de formation dans le supérieur comme prof associé, à mi-temps. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive la retraite, le podcast consacré à la transition vers la retraite. Je suis Sylvie Lidji de Boom Génération, boom-génération.com. Avec nous aujourd'hui Joël. Joël à la retraite depuis un certain temps déjà. Bonjour Joël. Bonjour Sylvie. D'abord, il fallait, même si la retraite est correcte, il fallait quand même pouvoir contribuer à quelques dépenses. J'ai la chance d'avoir 2 filles, dont une qui réussit brillamment en Angleterre, et c'est pas l'endroit où les études sont le moins chères. Donc je voulais que le papa assume ses responsabilités, même si sa maman, de son côté, continue de travailler. Donc moi, j'étais dans une logique, d'être présent aux côtés de ma cadette. Voilà, puis vivre à Paris, ça coûte toujours plus cher que vivre ailleurs. Donc j'avais besoin de revenus complémentaires. Mais en même temps, et surtout, je dirais, parce que je ne pouvais pas m'arrêter du jour au lendemain. Pour moi, le travail, c'est une réalisation sociale, c'est un échange. J'ai eu la chance de dire à un moment donné, je fais le métier de consultant territorial. Le fait de pouvoir contribuer économiquement et socialement à un certain nombre d'actions concrètes, c'est comme ça que je me suis réalisé. J'aime ça. De faire du conseil, des études qui permettent ensuite d'investir. Donc on va motiver des gens, on va les mobiliser, on va créer de l'activité, on va créer de l'emploi, on va créer des conditions de vie ou de travail dans un environnement local. On agit sur le concret, donc c'est formidablement valorisant. Très fatigant sur le coup, mais très valorisant après coup. Quand on travaille, on a une existence sociale, c'est-à-dire que les autres vous connaissent et vous reconnaissent à travers ce que vous faites, votre travail, et vous travaillez avec d'autres personnes. Donc on est dans une logique de socialisation. À tout niveau, dans le cadre du travail, que ce soit une entreprise, quel qu'en soit le statut, privé, coopérative ou associative, ou public, on a des collègues, mais pour ceux pour lesquels on travaille, on produit, on rend service, on est celui qui agit. Et qui est donc reconnu à travers cette action. Donc le travail est une source de réalisation et de reconnaissance. Quand il n'y a plus de travail, quand on ne travaille pas, on n'a pas de reconnaissance et on n'existe plus, c'est ce que ça signifie ? Alors, intellectuellement, la réponse est évidemment non. Bien évidemment qu'on n'est pas obligé de travailler pour avoir une reconnaissance. L'activité associative, par exemple, permet, et je suis actif dans le milieu associatif depuis longtemps, l'implication associative, c'est quelque chose où on est en accompagnement du réel de l'économie et de la société. Ça permet de se faire reconnaître malgré tout. On a des relations, on a des tiers pour lesquels on travaille, on a des collègues, des amis, des administrateurs avec lesquels on travaille. Quand on a une pratique sportive, là aussi on est connu et reconnu. Quand on s'approche de la retraite et quand on discute de la retraite
et que les amis, on se pose la question, et tu vas faire quoi? Et tu vas faire quoi? C'est-à-dire, est-ce que tu vas continuer d'avoir une activité et éventuellement tu vas devenir associatif? Moi, j'ai été, au-delà de mon engagement professionnel, dans le milieu associatif depuis plus de 20 ans. J'étais sûr que j'allais continuer une activité associative. Mais est-ce que ça allait me suffire? Pas sûr du tout. Probablement que ça marque les limites de mon caractère et ma situation personnelle. Ça veut dire que ma capacité personnelle de me réaliser à travers la cuisine, la peinture, le bricolage, sont peut-être moins fortes que d'autres amis que je peux avoir. Objectivement, là, je suis vraiment moins bon que la moyenne. Depuis quelques années, je m'essaie au piano. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Au piano, mieux vaut commencer jeune. C'est vrai, oui. Ça veut dire qu'on a du plaisir à pianoter, qu'on a du plaisir, mais on progresse lentement. Et ça donne envie de continuer, mais ça n'est pas avec un niveau de retour et de satisfaction aussi fort qu'on peut avoir dans d'autres activités. Alors le piano, c'est bien, c'est artistique, ça donne du plaisir, ça délie les doigts, mais c'est une activité relativement solitaire quand même. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand je pense musique, je pense plutôt... quand j'étais jeune, j'ai dû tenter un peu la guitare. J'ai jamais été dans une logique d'orchestre, ni de fanfare, ni de chœur, ni de chorale. Alors je reviens à la question que vous aviez soulevée. Comment gère-t-on les relations sociales, hein? Pas avec le piano. Non, on essaye de garder et de construire différemment les relations. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour ne pas s'isoler dans son domicile, sa maison. Et vous ? Alors, en pratique, je suis membre d'une association qui a une dimension locale, qui concerne les questions du patrimoine et de l'environnement au niveau local. Donc, j'ai la chance d'habiter dans une petite ville de province à moins de 10 minutes de Paris. Donc, voilà, on peut y faire des choses. J'ai un engagement et ça, c'est une façon d'être. Et puis, je garde toujours un lien avec le milieu universitaire parce que mes étudiantes me sollicitent de fait toujours. Et ça, il suffit de me demander de donner un coup de main pour qu'on réussisse à me mobiliser. Je suis aujourd'hui dans l'interrogation sur comment continuer à être actif sans être engagé professionnellement. C'est pas ce qu'il y a de plus simple pour moi. On a souvent des relations qui ressemblent à ce qu'on a été, c'est-à-dire, moi je me retrouve avec 7 caisses de retraite, je suis un polypensionné, et donc j'ai été amené à conseiller des polypensionnés ou des futurs polypensionnés. C'est vrai que l'angoisse des gens qui se retrouvent face à la machine peut être assez redoutable, et avec ce point commun qu'une partie de leur activité ne serait pas reconnue ou serait dévalorisée dans la manière dont c'est pris en considération. Des collègues hommes, mais aussi des amis femmes qui ont eu le même problème. C'est vrai que je pense là très concrètement à une amie femme qui se retrouve en situation de se sentir maltraitée, c'est-à-dire pas traitée de façon équitable. Des gens qui n'ont pas pris le temps de regarder la procédure administrative de la constitution de ces droits à la retraite peut souffrir sensiblement. Et ça, quelle que soit la personne, quel que soit le genre, quelle que soit l'origine et le type d'activité, ça, c'est quelque chose qui, effectivement, m'a surpris. L'autre chose qui m'a surpris, c'est de constater comment la vérité, on va dire populaire, qu'on peut entendre, un retraité n'arrête jamais d'avoir des activités. La peur de ne rien avoir à faire, et voilà, tous les copains retraités que j'aime sont comme moi, ils n'arrêtent pas. Nous avons 1001 choses à faire, et pour une raison très simple, c'est que pour les autres, on est disponible. Pour ceux qui sont actifs et notamment salariés, quand on est retraité, on a du temps libre, on est disponible. Alors évidemment, on nous demande... Et ça, voilà, j'étais surpris de la force de ce constat, avec plein d'exemples très concrets. Alors justement, il y a des retraités qui m'ont déjà dit oui, voilà, on a du temps et donc on se laisse envahir. Est-ce que c'est ça que vous voulez souligner ou On peut être envahi, mais enfin, quand on est envahi, c'est qu'on n'a jamais appris à dire non. Quand on travaille, c'est la même chose. Dire non aux choses qui peuvent nous faire perdre du temps ou nous dévaloriser, je crois que c'est possible, c'est une discipline qu'il faut se donner. Peut-être qu'il faut le dire de manière un peu plus forte et qu'il faut l'incarner concrètement. Si on ne donne pas à voir qu'on n'est pas disponible, effectivement,
on peut se laisser envahir. Il faut tout simplement indiquer des horaires, indiquer des habitudes, se faire reconnaître un certain droit de ne pas être interpellé à n'importe quelle condition. La retraite donne la distance. Ah, pour vous, la retraite permet la distance. Oui. Ah, oui. La disponibilité, la grande disponibilité permet de donner de la distance. Oui. Quand on accepte d'être à la retraite, on accepte de prendre du champ par rapport au rythme qui a été le nôtre au plan salarial, au plan social. On prend du recul. Cela étant, aider les enfants ou les personnes âgées, parce que nous sommes nombreux confrontés au fait d'aider les plus anciens, ça aussi c'est peut-être très prenant. Et donc là aussi, il faut négocier. Négocier, oui, c'est toujours utile. Négocier sa retraite et son rythme de disponibilité fait partie du champ des possibles. C'est pas un naufrage. Il faut tenter d'accepter les parties négatives du bilan. Donc il faut pouvoir les nommer. Alors allons-y. Il arrive à des gens qui se sont retrouvés en situation de responsabilité, de cadre, d'être confrontés à des restructurations, à des évolutions d'organisation, et naturellement, pour nombre d'entre nous, à la question du chômage. Trouver la bonne représentation de cette partie difficile, oui, c'est bien utile. L'errance, ça veut dire du temps libre, de la contemplation, la liberté. Plus on s'est entraîné à prendre et à profiter du temps libre avant, plus c'est facile après. Pour la contemplation, le temps disponible, ne rien faire est régulièrement un bonheur. Ne rien faire est un bonheur. C'est quoi ne rien faire ? Ne rien faire, c'est accepter d'avoir du temps libre, tranquille, non programmé, pour soi, sans contrainte, seul ou avec d'autres. Voilà, et donc d'être avec soi-même, tranquille avec soi-même, et heureux d'être tranquille, d'être avec soi-même. Ne pas en avoir peur. Et alors, c'est pas un peu contradictoire avec ce que vous me disiez au début, où vous avez besoin d'être dans l'action, Évidemment que c'est contradictoire. Évidemment que c'est contradictoire. Plus on est engagé professionnellement, plus on est engagé socialement, voire politiquement, moins on est disponible pour soi-même. Mais on apprend quand même, à découvrir le temps libre. Un peu trop progressif. Trop progressif parce qu'en fait, il a fallu choisir le statut de retraité alors qu'on pouvait encore garder une activité salariée. Moi, concrètement, j'ai dû faire face à une opportunité immobilière, à un achat immobilier, et ma situation de travailleur indépendant me rendait non bankable. Donc, je ne pouvais pas emprunter. En étant retraité, je pouvais emprunter. Donc, c'est un projet immobilier qui m'a amené à faire jouer mes droits à la retraite. Ça a été une partie rude. Quand on est dans des années qui précèdent et qu'on est sur des statuts un peu gris de travailleurs indépendants, plus ou moins intégrés par des systèmes de portage salarial, quand on se retrouve avec le banquier, qui vous a connu cadre avec du revenu, ou consultant avec du chiffre d'affaires, et que là, en fait, vous avez un revenu moindre, que le banquier vous regarde, différemment, et à un moment donné, il vous dit « ben non, ça je ne peux pas ». Ça fait partie des choses un peu difficiles. Enfin libre, non, enfin libre, c'est-à-dire enfin sécurisé au plan du niveau de revenu minimum nécessaire, donc il y avait une sécurisation financière. Après 3 à 5 ans de galère, là la retraite et les droits que j'avais acquis, parce que je suis salarié, mais mes premiers contrats de travail, j'avais 16 ans et demi, 17 ans, donc voilà, j'ai une sécurisation. Et le sentiment pour un consultant, c'est quelque chose de très particulier, c'est que quand on est consultant, on est sans arrêt en train de faire des appels d'offres, c'est-à-dire qu'on est toujours en concurrence. Quand on est retraité, on n'est plus obligé de gagner des appels d'offres, on va donner des coups de main à des équipes et des collègues, ou d'anciens confrères, pour faire des appels d'offres et gagner des offres, sans avoir cette obligation. Donc là, oui, la tranquillité par rapport aux appels d'offres, la dépressurisation par rapport aux appels d'offres, ça a été un moment important. Alors vous êtes donc un retraité accro au travail. Oui, je me soigne. J'essaie, notamment en venant vous voir, en regardant ce que vous publiez. Je vous félicite concrètement parce que j'ai lu votre blog. Voilà, d'une production concrète qui donne à voir objectivement des situations. Et je pense que, oui, il faut les partager.
et aider nos consoeurs, nos collègues, nos confrères à passer ces années où on est un petit peu entre deux. D'autres amis ils considèrent que le plaisir personnel devient prioritaire et qu'il faut couper complètement avec le monde du travail. Chacun a sa sensibilité. C'est pas la mienne. C'est donc plus une décompression progressive que j'ai faite. Et vous êtes grand-père déjà? Pas encore. Pas non, encore. Pas encore. Comme beaucoup, j'attends de pouvoir être un papy, un grand-père, un pépé, un papé. On choisira les termes. J'hésite entre prudent et serein. Voilà, oui, on peut approcher le mot serein. Surtout pas insouciant ni énergisé. Je ne sais pas si le fait d'être à la retraite crée l'angoisse ou la renforce. Quand on est un peu angoissé comme je le suis, on l'est toujours quand on est retraité. Donc serein mais aussi angoissé, mais régulièrement rayonnant ou soulagé. Rayonnant, notamment quand avec la retraite en général, l'âge se confirme et avec l'âge, les problèmes de santé peuvent apparaître. Alors, quand on en franchit quelques-uns de problèmes de santé, on est rayonnant après. Je me suis fait opérer il y a quelques mois, c'était pas évident, techniquement, c'était un peu compliqué. Ça s'est bien passé, et le résultat, donc là, oui, après la validation du chirurgien 6 mois après, oui, ça... Et alors la sérénité, d'où vient-elle? C'est le côté, c'est le côté un peu utopique de la vieillesse. C'est pas à plein temps, ni forcément très long, mais il y a des moments de sérénité, oui. Il y a des moments de sérénité. Parce que tout simplement, autour de nous, il y a des gens qui vivent moins bien, des gens qui souffrent. On est confronté à la fin de vie, directement ou indirectement, nos proches et les amis de nos proches. Voilà. Donc, je ne vais pas dire j'accompagne, mais je suis régulièrement aux côtés d'un monsieur qui a 92 ans. Quand nous réussissons à avoir un échange de bonne qualité, comme ce fut le cas samedi dernier, il y a des moments de sérénité. Parce que lui était bien avec moi pendant un moment et que moi j'ai la chance d'être en forme. Voilà, donc ça c'est de la sérénité. Et prudence, vous hésitiez sur le mot prudence. Oui, c'est quelque chose qu'on doit apprendre, surtout quand on l'a pas, quand on a peut-être eu tendance à être un peu, pas fougueux, mais en tout cas capable de s'engager vite et fort pour des causes sociales ou professionnelles, ou les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on peut dire à nos amis qui ont entre 48 et 52 ans, fais gaffe, dans les 5 à 10 ans qui viennent, ne dis pas non ou n'envoie pas balader des idées ou des propositions qui te paraissent stupides. C'est ce que j'ai fait. Ne fais pas comme moi. Aujourd'hui, alors, c'est pas facile. Je tendance à dire jardin parce que c'est à la fois symbolique et que concrètement je m'occupe des espaces verts dans ma copropriété. Jardin parce que régulièrement quand je me retrouve dans un jardin j'en suis heureux. Jardin parce que j'ai eu la chance de naître à la campagne avec un papa et une famille qui savaient entretenir un grand jardin et que malheureusement comme retraité aujourd'hui je n'ai pas forcément de jardin à cultiver, mais si j'en avais la possibilité ça serait avec bonheur. Pour un retraité c'est forcément apaisant et c'est un rapport très concret à la vie, donc à ce qui n'est pas la vie. Café, quand on aime beaucoup le café et que ça nous a aidé à produire, il faut apprendre à en consommer un peu moins ou en faisant attention, en étant prudent avec le café. Et puis golf, allons-y. Alors c'est pas aujourd'hui, parce que quand on a géré un problème d'hernie discale, on doit être prudent avec son dos. Mais voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire un peu de golf, tout simplement parce que j'en ai construit un quand j'avais 16-18 ans, et ce qui m'a généré mes premiers bulletins de salaire. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir avoir cette activité-là assez jeune, et puis de m'y adonner avec quelques amis depuis 15-20 ans. Dès que je peux, j'en refais un peu. Jardin, café et golf, oui, c'est 3 mots bien intéressants. Un retraité qui serait jamais inquiet, je pense qu'il devrait vraiment être traité de manière très conséquente. Il faut rester en contact avec des gens qui permettent de parler de la retraite pour ne pas en être malade. Mais je pense que ça peut rendre malade.
très simplement, c'est d'être complètement à la retraite. Donc j'ai encore un peu d'activité salariée. Alors le problème, c'est que j'en ai la possibilité. Je ne vais plus chercher ces activités, mais il suffit qu'on me demande et voilà, je vais dans 2 dizaines de jours me retrouver à faire l'expert devant un groupe de responsables, de structures. Je vais devoir me concentrer. À 20 jours avant, aucun tract. Je sais que dans les jours qui ont précédé, ça va être stressant. Ce qui est le plus difficile pour vous aujourd'hui, c'est de vous remettre ponctuellement dans le bain de l'expertise, oui. de l'activité professionnelle. Oui. Je sens que là, c'est un sens où je commence à accepter d'être véritablement retraité. Comment vous vous présentez aux gens que vous rencontrez comme ça, qui ne vous connaissent pas Je ne travaille plus à plein temps. Je ne travaille plus à plein temps. Vous dites jamais je suis à la retraite. Hein. Je suis à la retraite, mais encore occupé professionnellement et très occupé socialement. J'ai encore membre d'une association, responsable du conseil syndical, président de mon conseil syndical. Le revenu? Ah oui, ça c'est clairement moins bien. Oui, le revenu. En gros, les enjeux professionnels et les enjeux de réalisation personnelle au plan professionnel, c'est derrière moi. J'ai plus besoin de devenir chef 2 ou directeur, consultant ou expert. Oui, non, voilà. J'ai eu la reconnaissance professionnelle. Je l'ai. Ça tombe bien. Ces derniers jours, on est venu me chercher alors que j'ai vraiment rien demandé. Voilà, donc oui, ça c'est très agréable. Oui. Et puis, se retrouver le plus âgé dans un groupe, c'est pas forcément désagréable. Et oui, parce qu'en plus, j'ai cette chance, qui est devenue une chance, que j'ai toujours vécue comme un peu le contraire. Je fais beaucoup plus jeune que mon âge. Oui, vous n'avez pas de cheveux blancs, vous? Presque pas. Oui. Non, et puis par rapport à d'autres adultes, notamment des jeunes adultes, pouvoir leur faire entendre raison et leur dire avec force conviction, je vous prie de m'excuser, mais je ne suis pas d'accord. Pouvoir le remettre à sa place, comme on disait dans ma campagne quand j'étais gamin, c'est franchement pas désagréable. Attention, le vieux con est toujours potentiellement mobilisable. Le retraité peut devenir un vieux con, et j'en suis pleinement conscient. Mais faire entendre cette parole d'adulte et d'expérience, voilà, ça m'est arrivé avant-hier. Un jeune qui prenait un ascenseur dans les couloirs du métro en ne respectant pas la queue et donc ou un monsieur handicapé, voilà, vous intervenez, vous dites non. Vous êtes vous-même, et 2, vous êtes utile, et évidemment, il y a une reconnaissance immédiate de ceux qui... Merci de le dire, monsieur. Bon, c'est le côté un peu 0-3e âge, hein, je veux dire... Apprendre le temps libre et apprendre à faire des choses pour soi. Je ne l'ai pas fait, je l'ai fait un peu, je sais un peu le faire. J'ai quelques amis, dont un auquel je pense, qui, lui, a eu la chance de l'apprendre très vite et très fort. C'est vraiment un plus. Apprendre à se faire plaisir, à faire des choses pour soi, tout simplement parce qu'on devient supportable pour les autres. De savoir se renouveler, de rester curieux. Changer de quartier, changer de balade, changer de vacances, regarder les choses autrement, prendre le temps d'écouter des gens auxquels on a souvent dit des choses. Voilà, rester curieux et rester à l'écoute, c'est un effort pour ceux qui ont des idées, des convictions. Rester tranquille, peinard, de façon sédentaire dans son coin, à bouquiner et à boire des coups, pas faire attention à sa santé, à sa nourriture, voilà, être insouciant par rapport à sa santé. L'activité physique, très important, parce que tout simplement, les marches sont plus hautes à monter. Se préoccuper de sa santé physique et de son activité va dans le sens de se faire plaisir aussi. Apprendre à faire des choses pour ça, c'est aussi à faire des choses activement. Moi, j'ai plutôt fait un travail intellectuel et du coup, j'ai peut-être été moins que d'autres sportifs suffisamment. Or, l'activité sportive et les activités physiques sont essentielles pour bien vivre sa retraite. Et donc, avec tout ça, est-ce qu'on peut dire vive la retraite, hein? Oui, vive la retraite, parce que d'abord on en profite dans des conditions qui restent correctes, même si ces derniers temps on nous a fait des ajustements qui ne sont ni justifiés ni acceptables, parce que franchement on a contribué à payer pour d'autres, on paye toujours pour d'autres, et je continue régulièrement d'ailleurs de cotiser en tant que retraité vacataire au système de retraite sans aucun avantage pour moi. Oui, vive la retraite, bien sûr, vive la retraite, parce que la retraite c'est du temps libre, c'est du temps pour soi, c'est de la bonne santé, et puis c'est de la reconnaissance des autres, tout simplement.
Merci Joël. Je vous en prie.